Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier after conseil de l'année 2022. C'est un after conseil un peu particulier parce qu'il arrive un mois après le conseil municipal et les conseils communautaires qui ont eu lieu au mois de décembre dernier, avant les vacances, mais on voulait surtout en profiter pour vous adresser nos vœux pour l'année 2022. Vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, pleine de bonheur, de joie, de tendresse et puis surtout de se débarrasser enfin de ce fichu virus. Et puis cette bonne année, on voulait la souhaiter en particulier à tous les agents de la ville et de la com d'agglo de la baie de Somme, de la CAPS, tous les éboueurs, tous les agents d'administration, tous les agents des routes, des espaces verts, les agents de l'urbanisme, de l'animation, les médiateurs de quartier, tous ces gens, les agents des cantines, les ATSEM dans les écoles et puis les animatrices et animateurs du périscolaire, tous ces gens qui font qu'au quotidien, notre collectivité fonctionne, le service public est assuré et on vous souhaite évidemment une très bonne année 2022. Et puis, j'ai parlé des animatrices périscolaires parce que c'est aussi là-dessus que l'année 2021 s'est terminée pour nous, puisque lors du conseil d'agglomération du 14 décembre, je suis intervenu pour demander une amélioration des conditions de travail et de rémunération des animatrices, parce que je dis animatrices parce que c'est en très grande majorité des femmes qui font ce métier du périscolaire, donc c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les écoles, qui accueillent les enfants le matin de bonne heure en garderie, qui font l'étude le soir et qui souvent le midi aussi surveillent les temps de cantine. Donc qui ont des journées qui sont très décousues, qui travaillent de tôt le matin jusqu'à la fin de journée, mais avec des trous dans la raquette, avec des journées qui sont très longues, mais avec peu d'heures. Et donc du coup, il y a parfois des contrats qui sont extrêmement précaires, bien que parfois ce soit des contrats en CDI. On a des contrats de 7 heures, de 11 heures, c'est-à-dire vraiment très peu. Ça veut dire des salaires qui sont à la fin du mois de 300, 400, 500 euros. Donc c'est vraiment très très bas. Donc on a demandé à ce que ces métiers soient revalorisés en se basant sur le rapport parlementaire qui avait été rédigé par François Ruffin, notre député, et Bruno Bonnell, qui est un député pourtant macroniste de la région lyonnaise, et y proposait principalement trois choses qui auraient pu s'appliquer dans notre collectivité. Donc déjà de construire de véritables plein temps, en faisant en sorte que chaque heure travaillée, ça compte pour une journée de rémunération, une demi-journée de travail à minima, et que ce soit un temps de travail hebdomadaire qui soit au minimum de 17h30, voilà, donc pour éviter les mini-contrats, de faciliter la formation continue et de mieux rémunérer les animatrices du périscolaire en fonction de leur niveau de diplôme et de qualification, et puis d'offrir de vraies perspectives de carrière en arrêtant de faire glisser des missions qui sont habituellement confiées à des agents de catégorie B vers des agents de catégorie C, en fonctionnalisant les contractuels et en systématisant le recours au CDD au bout de 6 mois de travail, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vacataires qui travaillent de façon très ponctuelle, et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un métier qui est un petit boulot, alors que non, c'est un métier qui demande des qualifications, c'est un métier qui est indispensable pour faire tourner les écoles, et il a besoin d'être réellement reconnu. Et aujourd'hui, notre collectivité ne respecte pas suffisamment les agents qui font ce métier, et c'est normal qu'il y ait une colère, c'est normal qu'aujourd'hui ces agents arrivent un peu au bout du rouleau professionnel parce qu'il n'y a pas assez de reconnaissance, y compris dans le salaire. Donc on a fait cette proposition, mais ça a été balayé d'un revers de main par Pascal Demarthe, qui a renvoyé ça au candidat à la présidentielle en disant que ce serait un sujet sûrement, peut-être, des prochaines présidentielles, qu'il fallait interpeller les candidats là-dessus. Enfin bon, en se lavant les mains de cette histoire-là et en répondant complètement à côté de la plaque, mais bon, ça, ouais, on en a l'habitude. En tout cas, voilà, ça c'était vraiment sur le principal sujet qui nous a un peu animés lors de ce conseil d'agglomération. Il y a aussi eu un autre sujet sur une dérogation pour le travail le dimanche, où en fait il y a certains magasins et notamment le centre d'appel en fait d'Abbeville qui ont fait la demande pour pouvoir ouvrir le dimanche. Donc ça a été l'occasion pour nous de rappeler notre opposition au travail le dimanche. Le dimanche chômé, c'est un acquis social sur lequel il me semble important de ne pas revenir, surtout pour un centre d'appel. Un centre d'appel peut très bien ne pas fonctionner un dimanche sans que ça soit quelque chose de grave. C'est pas indispensable à notre société d'avoir un service client qui soit là le dimanche. Le dimanche doit être une journée particulière pour le plus grand nombre. Évidemment, il y aura toujours des gens pour travailler le dimanche, mais le plus grand nombre doit s'arrêter. C'est comme ça
qu'on crée aussi une société dans laquelle on peut avoir accès aux loisirs, au divertissement, à la culture, au sport. Enfin, le dimanche a cette importance-là. Donc, on s'est opposé par principe à cette dérogation, même si finalement on n'a pas voté contre, on s'est abstenu, parce qu'en fait, très clairement, le centre d'appel menaçait de quitter Abbeville et de fermer, de licencier ses salariés si on ne lui donnait pas l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Donc on voulait pas, c'était du chantage clairement, on ne voulait pas aller contre l'emploi, donc on a préféré s'abstenir et du coup ça a été voté, donc le centre d'appel pourra travailler le dimanche. Donc on le regrette, mais on n'a pas voulu prendre de risques concernant les salariés de ce centre d'appel. Voilà. Ensuite, il y a eu le conseil municipal, c'était la veille du conseil d'agglomération, c'était le 13 décembre, où là, il y a eu deux sujets sur lesquels je vais revenir rapidement. Le premier, c'est la question du pont de Béthune, en fait, parce qu'il y a les travaux qui continuent sur le boulevard de la Portelette pour Vallée de Somme, Vallée Idéale, où le département aménage les berges pour faire une très belle piste cyclable, déplacer la femme nue pour vraiment faire un endroit qui soit un endroit de promenade, un bel endroit, une vitrine qui ouvre la ville sur le fleuve Somme. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment un sujet sur lequel on appuie, on insiste pour que ça continue, pour que la deuxième phase qui va en gros du pont de la Gare jusqu'au pont chinois au bout de la cité de l'Arsenal sur la Somme, que ça soit la suite logique. Mais la suite logique veut aussi que la ville agisse sur le pont de Béthune. Le pont de Béthune qui est un ancien pont de voie ferrée qui passe au-dessus de la Somme et qui va en gros du chemin de Paty jusqu'à la traverse du Pontieux. Donc c'est un axe stratégique parce que si on réhabilite ce pont pour en faire un pont piéton et vélo, ça devient une connexion entre la traverse du Pontieux et la véloroute le long de la Somme, et on peut faire d'Abbeville vraiment la plaque tournante du tourisme cyclable départemental. Donc ça, c'est pour moi un enjeu important de réhabiliter ce pont. En plus, je trouve qu'il a de l'allure, il a quelque chose, il a un côté industriel qui est assez charmant. Ce serait dommage que la mairie et Pascal Demarthe en tête ne se saisissent pas vraiment de ce sujet pour le retaper, même si ça coûtera un peu d'argent. Je pense que ça en vaut la peine. Voilà, ça concerne le pont de Béthune. Et puis l'autre sujet, ça concerne la mérule. Alors la mérule, c'est un champignon invasif qui se propage quand il fait à la fois doux et humide dans les boiseries, les charpentes, les planchers des habitations. Et c'est vraiment une saloperie, ce truc. C'est une saloperie qui se propage à toute vitesse et surtout dans des endroits qui sont pas bien aérés, qui sont un peu renfermés. Et du coup, Abbeville, avec ces logements qui sont vacants, il y a 12-13% de vacances en centre-ville d'Abbeville, dans les logements, c'est beaucoup, que cette vacance-là, elle permet aussi à la mérule de se propager plus vite. Donc là, il fallait accepter on a accepté évidemment, mais que la chaussée Marcadet soit considérée comme une rue dans laquelle il y avait ce problème de mérule, parce que ça doit être signalé au service de l'État. Quand il y a de la mérule quelque part, ils font des statistiques, et puis ils accompagnent aussi les collectivités à s'en débarrasser. Donc il fallait qu'on vote ça sur le principe, on l'a fait, mais j'en ai profité pour revenir sur la question du permis de louer qu'on avait proposé il y a quelques mois en conseil d'agglomération, qui avait été aussi balayé par Pascal Demarthe, malgré le fait qu'on avait vraiment travaillé le sujet, qu'on avait consulté des professionnels de l'immobilier pour ne pas faire une proposition qui soit complètement à côté de la plaque, qu'on avait été visiter des logements insalubres et qu'on avait démontré par A plus B que c'était vraiment un dispositif qui pouvait fonctionner pour à la fois protéger les locataires, mais aussi dynamiser le parc de logements, favoriser la réhabilitation de logements dans le centre-ville d'Abbeville. Et étrangement, Pascal Demarthe a laissé la porte ouverte à ce que ce débat puisse revenir à l'avenir. Et alors du coup, on peut vous le garantir, ce débat reviendra et on refera une proposition assez similaire en essayant de davantage le prévenir en amont, même si ça avait été fait la dernière fois quand même. À chaque fois, on ne fait jamais de coup par surprise, on prévient toujours la majorité à l'avance. Donc on espère vraiment qu'on aura une chance en 2022 de faire passer ce dispositif-là sur notre territoire. Voilà, et puis je laisse la parole à Isabelle. Merci. Alors bonjour à tous. D'abord, bonne année 2022, sous le signe de la tolérance, de la solidarité, de l'égalité pour tous
et puis du respect des générations futures, donc des valeurs qui sont chères à mon cœur. Et en espérant aussi pouvoir profiter de moments conviviaux en 2022 et que ce satané virus nous laisse un petit peu en paix. Alors excusez-moi pour mon absence de ces 2 derniers after conseils, mais j'étais quand même là. Bon, la seule différence aujourd'hui, c'est que j'ai les cheveux longs. J'ai choisi de ne pas prendre la barbe parce que même si c'est à la mode, bon, voilà. Alors ensuite, parlons de choses un peu plus sérieuses. Alors je vais commencer, je suis désolée, mais par un petit moment de colère en fait, parce que j'ai été très très choquée par les propos qui m'ont paru vraiment indignes, destructeurs, puérils sur les réseaux sociaux, entre autres par rapport au message d'Angelo quand il a justifié sa décision de ne parrainer aucun candidat. Je trouve que c'est inexcusable et très grave. Je trouve que c'est des propos qui ont des conséquences et qui, entre autres, contribuent à l'éloignement de plus en plus important des personnes de la politique et donc de la démocratie. Alors on peut avoir des avis divergents, bien entendu, hein. C'est normal, c'est enrichissant, c'est le principe de la démocratie, c'est une société de libre pensée qui fonctionne comme ça. Mais quand moi je vois des propos qui sont tenus entre autres de manière très indirecte sur les réseaux sociaux, qui sont lisibles par tous, je trouve ça un petit peu scandaleux. Alors, je tiens particulièrement à remercier Angelo et Julie Bast pour leur investissement, hein, qui sont, je peux vous le garantir, sans faille. Alors, je pense, hein, mais ce n'est que ce que je pense, effectivement, que donner des leçons sans se les appliquer, en ne faisant que des belles paroles et pas des actes, ça n'améliore pas la situation et ça n'améliore pas non plus le quotidien de nos concitoyens. Donc, au lieu d'insulter, débattons, au lieu de parler, agissons, et ce sera beaucoup plus efficace. Donc je maintiens mon soutien plein et entier à nos 2 conseillers départementaux qui ont décidé de ne soutenir aucun candidat, tant qu'il n'y a pas union à la présidentielle, bien entendu, tant qu'il n'y a pas union. Alors moi j'ai suivi Angelo, hein, je fais un petit retour en arrière, je sais, mais j'ai suivi Angelo parce qu'il est courageux, parce qu'il est investi, parce qu'il se bat au quotidien, parce qu'il est rassembleur dans la campagne municipale, hein. Grâce à son travail acharné au quotidien, on arrive à obtenir des victoires, des petites victoires, ok, mais des victoires quand même. Et face à une opposition qui n'est pas toujours très ouverte, hein, bien entendu, on continue à s'opposer, on continue à lutter contre cette politique qui est libérale et à la grand-papa. Et j'admire aussi, au passage, je tiens à saluer l'investissement de Julie Vaste parce qu'elle y va avec son cœur, elle y va avec ses tripes, elle y va avec ses convictions. Et ils sacrifient tous les 2 une bonne partie de leur confort et de leur vie privée pour défendre les plus démunis. Voilà pour ce soutien et cette petite page de colère. Merci Isabelle. De rien. Alors, alors moi, je vais revenir sur 2 commissions auxquelles je participe à la CAPS, à la communauté d'agglomération. Mais avant tout, je voudrais aussi particulièrement saluer les services techniques, donc service développement économique et touristique, et puis le service santé et solidarité, mais tous les autres services, parce que je trouve qu'ils font un travail vraiment remarquable. Donc les commissions, là, hein, le principe c'est qu'on donne notre avis, qu'on propose des idées, des actions pour préparer en fait les décisions du bureau et le vote en conseil communautaire. Alors, il y a eu 2 commissions au mois de novembre, une commission économique et touristique. Alors, il y a de nombreux points, c'est pas facile de sélectionner les points importants puisqu'ils le sont tous, mais je voudrais revenir sur quelques éléments. D'abord, le premier point, c'était une dernière attribution FISAC. Donc FISAC, c'est le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce. Ça n'existe plus. Ça a été définitivement abandonné par la loi de finances de 2019. Et donc, on ne pouvait déposer des dossiers que jusqu'en 2018. Et il y a quand même un dossier qui a été déposé à temps et qui concerne l'Institut de beauté qui est installé sur la place du marché, la place Jacques Bec. Donc, la communauté d'agglomération participe à hauteur de 2030 € exactement pour le projet. Je voulais juste signaler quand même que je trouve que dommage que ce fonds d'aide, alors en fait c'est pour lutter contre la désertification commerciale et artisanale dans les zones rurales et puis les zones urbaines en difficulté économique en fait. Et il n'y a pas eu vraiment de fonds qui ont remplacé cette aide à l'implantation en fait d'artisans et de commerçants. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Et c'est d'ailleurs, pour souligner
l'Association des maires de France s'est opposée à cette disparition du fonds FISAC. Ensuite, rapidement aussi, on a une association très dynamique sur notre secteur qui s'appelle Initiative Somme, enfin c'est le nom commun qu'on lui donne. Donc on a parlé de cette association et on a maintenu notre subvention à cette association qui, elle, accompagne aussi des créations et qui a aidé. Alors un bilan rapidement. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Il y a eu 20 demandes, 17 qui ont été acceptées. Il y a eu 98 000 euros de prêts d'honneur, donc de prêts à taux zéro qui ont été attribués par cette association, 530 000 euros de garantie bancaire et puis 72 000 euros d'aide aux associations qui embauchent. Donc c'est vraiment important au niveau de notre territoire. Et puis, elle a l'intention, cette permanence, de développer cette association a l'intention de développer des permanences, une demi-journée par mois dans toutes les mairies de la CAPS. Donc ça, c'est bien aussi, c'est intéressant pour développer l'économie et éviter la désertification de notre région, puisqu'on perd des habitants, on continue à perdre des habitants. Alors ensuite, il y a eu un point qui a suscité un petit peu plus de débat aussi, c'est une demande de financement de l'abattoir de Fruges, qui est l'abattoir le plus proche sur notre zone. Il est situé à 45 km, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est important pour nos éleveurs locaux, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin que 80 km pour abattre les bêtes. Et donc, effectivement, c'est à Fruges qu'ils iront. Donc l'abattoir a demandé pour boucler son budget, il leur manque 8 à 10 millions d'euros, ils ont demandé une participation de la CAPS à hauteur de 25 000 euros. Sachant que d'autres communautés de communes ont accepté sur le territoire, nous avons discuté de cette situation. Effectivement, est-ce qu'on subventionne pour boucler le budget parce que ça facilite le circuit court, parce que effectivement ça simplifie les démarches de nos éleveurs, c'est vraiment intéressant, important, sauf que normalement c'est pas de l'attribution d'une CAPS de soutenir les abattoirs, c'est du domaine de la région qui a déjà financé en partie le projet, donc après un débat, et puis alors il y a un autre élément important, c'est que les finances de la CAPS ne sont pas très florissantes, donc il faut qu'on fasse des économies, et comme ça n'est pas de notre attribution et qu'on a peur que ce soit quelque chose qui après fasse foi et qu'on nous redemande effectivement des subventions sur des domaines qui ne sont pas de nos prérogatives, on a finalement décidé on a voté, on a décidé, il y a eu 6 contre et 3 pour, donc on ne subventionnera pas cet abattoir. Même si sur l'abattoir, moi deuxième critique, oui, tu peux. Oui, j'allais le dire. Non, mais c'est pas grave, pas de souci. C'était un point de notre programme. En fait, je sais pas si c'est là-dessus que tu voulais revenir. C'est un point de notre programme. Effectivement, nous, on est vraiment pour accompagner l'installation d'un abattoir sur Abbeville. Voilà, ça. exactement, un petit abattoir qui soit effectivement pour les éleveurs du territoire, parce que quand même, ça fait 100 bornes aller-retour pour aller à Fruges. Donc si c'est pour abattre une bête, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, on a abordé aussi le domaine du tourisme. Donc, je vais passer sur la présentation des différentes conventions qui sont établies par l'Office de tourisme pour proposer leurs services au niveau de visite guidée, etc. C'était très intéressant et l'Office de tourisme est très dynamique et je les salue au passage. Mais je voudrais revenir sur 2 points très important, à mon sens, très important, sur les 2 campings qui étaient encore gérés par la CAPS, alors que tous les autres campings les autres campings du territoire avaient été laissés aux communes. Deux campings étaient à la charge de la CAPS, c'est Mareuil-Cobert et Lompré-les-Corsins. Des campings qui sont vétustes, où il y a eu très très peu d'investissement, donc qui sont déficitaires, qui coûtent à la communauté d'agglomération. Donc on a décidé de effectivement les passer à nouveau aux communes, en les accompagnant bien entendu, sachant que on a fait ça en étant tout à fait conscient et parce qu'on a été informé bien entendu par les services de la CAPS qu'il y avait des investisseurs qui étaient intéressés pour proposer de réhabiliter ces campings et donc de les développer et qu'ils soient bénéficiaires plus déficitaires en fait. Voilà.
C'est les campings, c'est Marie-Cobert et Lompré des Corsins. Ouais, je l'avais dit au début, mais tu Ah peux oui, le pardon, répéter comme ça, excuse-moi, c'est sûr j'avais qu'on le pas, sait maintenant. Alors ensuite, un autre point aussi, il y a une gestion très très complexe des chemins de randonnée. Il y a plein d'intervenants différents, ça peut être le département, ça peut être les communes, ça peut être la CAPS. Bref, il s'agit urgemment de mettre à plat en fait cette gestion des sentiers de randonnée. Hein. Et du coup, ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que, et ce sera un point qui sera abordé, on a demandé à ce que ce point soit abordé, de faire le point sur la taxe de séjour, voir qui la touche, où est-ce que c'est investi, qui l'utilise, qui en profite, etc. Parce que ça dépend beaucoup de chaque territoire, de chaque commune sur la CAPS, donc pour mettre à plat ça, et puis pouvoir proposer des investissements, entre autres, ça avait été dénoncé par la Chambre régionale des comptes, hein, que l'Office de tourisme ne bénéficiait pas suffisamment de cette taxe de séjour pour financer justement le fonctionnement et des investissements pour des projets futurs. Donc on a demandé ça, et puis on a demandé aussi une cartographie des chemins de randonnée pour pouvoir entamer comment dirais-je, une étude, et puis pouvoir planifier cette gestion de manière plus rigoureuse et plus équilibrée en fait. Voilà. Alors ensuite, commission solidarité et santé, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont mises en place par ce service solidarité et santé. C'est aussi très difficile de faire le choix. Moi, j'avais envie de parler de deux éléments. Le premier, c'est le contrat local de santé qui a donné, alors il y a plusieurs éléments dans ce contrat local de santé, mais il y en a un qui me touche particulièrement et qui, je pense, est fondamental en ce moment par rapport à la pandémie, c'est une priorité autour de la santé des jeunes qui sont très en souffrance. Moi, en tant qu'enseignant, je le vois au niveau de mes jeunes, hein, par rapport au confinement qui a été compliqué et aux difficultés psychologiques que les jeunes ont pu rencontrer, la solitude, bon bref, ça a été très très compliqué pour eux. Donc il y a de nombreux points, de nombreux, comment dirais-je, projets qui ont été mis en place autour des jeunes. Donc des publics en difficulté, dans les quartiers prioritaires, des parcours santé qui ont été accompagnés par l'éducation nationale. Il y a aussi, et ça je trouve ça très intéressant, des ambassadrices santé dans les quartiers. Hein. Donc ça c'est un projet très chouette, hein, des habitants qui délivrent des messages hein, autour de l'alimentation, autour du dépistage du cancer. Et puis, on nous a précisé que au niveau du budget de fonctionnement, en fait, de ce service santé, tous les salaires du service santé sont pris en charge par la CAPS. Par contre, tous les projets qui sont menés, et il y en a un certain nombre, ils sont tous financés par des appels à projets. Donc ça demande aussi effectivement beaucoup de travail pour obtenir ces subventions par rapport aux appels à projets. Alors ensuite, il y a aussi un point écoute qui a été mis en place par la CAPS qui fait des permanences régulièrement. Alors il y a une demi-journée pour l'instant par semaine pour les jeunes. L'idée c'est de passer éventuellement à 2 demi-journées. Hein. Je voudrais faire un appel au département et entre autres au conseiller départemental qui est à mes côtés, c'est que l'idée c'est que ce point écoute soit vraiment pérenne, parce que j'ai discuté encore avec la conseillère principale d'éducation avec laquelle je travaille. J'ai une élève en difficulté, on discutait de l'élève en difficulté, et elle a encore salué l'efficacité de ce point écoute, donc ce serait vraiment très important que ce soit maintenu. Donc il est important que des budgets soient dégagés pour que ce point écoute soit maintenu. Ensuite, il y a un projet de diagnostic santé, l'idée étant de recenser toutes les zones blanches, les élus donc, et
Le service vont passer dans toutes les communes, vont aller à la rencontre de tous les maires pour pouvoir connaître les besoins de chacune des communes. Il va y avoir un représentant de santé qui va être désigné dans chaque commune afin de faire un diagnostic et en fonction du diagnostic, mettre en place, donc le service santé va mettre en place des actions pour développer, améliorer la santé des concitoyens dans les communes. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ces deux commissions. Effectivement des commissions très très importantes pour mettre en place des projets, des idées et compter sur nous pour le faire. Voilà. Donc la fin d'année a été quand même assez dense, hein. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et puis là, le mois de janvier, ça va redémarrer assez fort aussi, puisque là, janvier-février, c'est souvent les mois d'élaboration des budgets, hein. Donc va arriver le débat d'orientation budgétaire, le vote du budget primitif ensuite. Donc ça va bien nous animer sur le premier trimestre 2022. En tout cas, pour revenir très rapidement et pour conclure à 2021, il y a quand même eu 5-6 sujets sur lesquels on s'est fort investi cette année, enfin l'année dernière du coup maintenant, notamment sur la question des écoles, où on s'est fortement mobilisé pour sauver des classes qui étaient menacées de fermeture, notamment à Manchecourt et au Platane, avec succès. Oui. Et ça, c'est quand même vraiment une victoire qui nous a donné de l'énergie pour aller au-delà de toutes les défaites qu'on a eues le restant de l'année, parce que quand on est dans l'opposition, on perd beaucoup plus qu'on gagne, hein. Ça, vous pouvez nous croire sur parole. On s'est aussi battu pour le secteur culturel, on a fait des propositions pour relancer la culture à Abbeville après au moment de la réouverture des lieux culturels, parce qu'il y avait vraiment une grosse difficulté du secteur culturel, même si nos propositions avaient été balayées d'un revers de main encore une fois. On s'est mobilisé aussi pour le permis de louer, j'en ai parlé tout à l'heure. On s'est mobilisé et on se mobilise au quotidien très régulièrement pour la sécurité des piétons, notamment à proximité des écoles. Enfin, on est sollicité souvent par la population sur ces sujets-là, et on intervient aussi sur des questions de propreté, sur des questions dans tous les quartiers, de logement, des questions de voirie, des questions de sens de circulation. Enfin, on interpelle la majorité et les services assez régulièrement. On obtient parfois des avancées, alors pas toujours, mais ça arrive quand même qu'on nous écoute. Et puis aussi sur la question récemment du vélo, des pistes cyclables, hein, parce qu'il y a la grande enquête baromètre des villes cyclables qui va rendre ses conclusions bientôt. On va pouvoir voir à quel point ce que pensent les Abbvillois de la pratique du vélo à Abbeville, et avec des pistes d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être une priorité des prochaines années, c'est de développer les pistes cyclables et le vélo, hein. Et puis enfin, le dernier gros sujet qui nous a vraiment animés, c'est sur défendre les agents, hein, de la collectivité, qui ont été malmenés par les projets et d'ailleurs qui sont malmenés pour beaucoup, aussi bien en termes de management parfois que en termes purement de rémunération et de conditions de travail qui se détériorent, de perte d'acquis sociaux. Donc on s'est mobilisé à leur côté, on continuera à le faire à chaque fois qu'il y en aura besoin, et ça c'est vraiment l'idée qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que malgré les nombreuses déceptions qu'on a pu avoir et qu'on a régulièrement, on ne baisse pas les bras, on continue, et qu'on sera toujours là en 2022 à vos côtés pour défendre l'intérêt du plus grand nombre et pas seulement des petits intérêts politiques. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois, et puis encore une fois, bonne année 2022. À très bientôt.